Bonjour à tous, bonjour aux derniers arrivés. Euh, alors avant de commencer, est-ce que l'écran est bien visible pour tout le monde? Je le rappelle, vous avez une interface de chat euh, pour, euh, pour venir échanger, partager vos remarques ou poser vos questions. Donc depuis cette interface, n'hésitez pas à nous remonter tous les points. S'il n'y a pas d'objection, je vous propose de démarrer avec le sujet du jour, la digitalisation des processus RH. Aujourd'hui, je serai donc accompagné de Thomas Pozzo di Borgo, mon collègue de chez K2, et Jean-François David de la société écoleur SDMO, qui nous fait le plaisir de venir partager son expérience de la transformation en fait qu'a opéré Coleur SDMO. Quelles étaient leurs situations, quels étaient les enjeux, leurs objectifs. Il nous partagera cela tout à l'heure. Et juste avant lui, donc Thomas vous présentera les fonctionnalités de la plateforme qui permettent d'aborder donc sereinement avec des équipes métiers et techniques la mise en place d'applications RH. Vous verrez donc à ce moment-là en fait comment l'intuitivité et la clarté de la plateforme permettent justement de réunir ces différentes populations de l'entreprise, les faire échanger autour de l'expression de besoin afin qu'il n'y ait pas d'écart entre ce qui est attendu et ce qui est proposé aux utilisateurs finaux. Je vérifie simplement que voilà, mon écran a dû friser, je ne voyais pas l'agenda. Et ensuite, donc, Thomas reprendra la parole pour cette fois, parler et donc vous faire plus exactement une démonstration pour mettre en image donc ce qui sera dit. Vous verrez pardon dans ce passage donc la souplesse et puis la puissance que K2 propose et ce en action. Vous pourrez donc vous projeter vraiment très facilement sur le niveau de personnalisation qu'accorde la plateforme. Vous aurez un aperçu de l'intérêt d'une plateforme comme K2 pour notamment en fait, comme je l'ai dit, mettre en place, mais aussi maintenir et faire évoluer au fil du temps donc les applicatifs. Tout cela en s'adaptant avec votre organisation, vos équipes, les enjeux de l'entreprise, des obligations légales, etc., etc. Donc, sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Ce qui nous intéresse de comprendre, c'est les interrogations et les attentes en fait du marché. Et ce qui ressort très clairement, vous verrez juste très rapidement quelques slides avec des chiffres qui nous paraissent clés. Le premier, ce qui apparaît donc comme je le disais vraiment particulier pour l'année à venir et pour les acteurs du monde des ressources humaines, c'est que 70% voient dans l'automatisation des processus comme un chantier en fait ultra prioritaire dans le cadre de leur transition digitale. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental en fait dans la prise de conscience des chantiers qu'il y a opérés par rapport à leur existant et comment est-ce qu'ils peuvent faire évoluer cet existant pour améliorer leur quotidien et atteindre les objectifs de chacun. Le second chiffre qui nous a interpellés, c'est à nouveau un retour des professionnels du secteur des ressources humaines. C'est que les processus, la qualité de ces processus, l'expérience utilisateur proposée dans le cadre de ces processus, ils sont prépondérants sous deux dimensions. La première, c'est que la perception que les candidats vont avoir de l'entreprise dans les processus de recrutement, par exemple, ils sont extrêmement critiques, notamment pour les chargés de recrutement. Il faut pas faire peur aux candidats, c'est une vitrine de l'entreprise et donc forcément, il faut pouvoir le rassurer de ce qu'il voit déjà dans l'entreprise. Et le deuxième aspect, c'est dans l'image que les collaborateurs vont avoir de l'entreprise. Les spécialistes donc des ressources humaines, les processus RH, ils participent énormément et grandement en fait à la satisfaction en fait de ces collaborateurs et donc à les fidéliser, qui est un autre enjeu pour les RH. Et donc à augmenter leur engagement en fait auprès de l'entreprise et devenir des représentants de l'entreprise en tout point, que ce soit évidemment sur le lieu de travail, mais aussi dans le cadre du privé. Alors, quel est le constat, en fait, sur l'existant?
Dans le slide suivant, on s'aperçoit en fait, il est sans équivoque. Il y a moins d'un quart en fait des professionnels qui considèrent que les processus et l'expérience en place de leur organisation sont satisfaisants, ne sont donc pas contents en fait de ce qu'ils ont. Donc là, sur le slide précédent, on a un constat qui dit d'un côté, on a des professionnels qui ont besoin de processus efficaces, digitaux, souples, qui collent à l'entreprise pour qu'ils puissent bien faire leur travail. Et de l'autre côté, cette réalité, c'est que les gens en fait sont pas heureux en fait avec ce qu'ils ont et puis on bricole. Alors pour combler ce gap, c'est pour ça qu'on est réunis un petit peu aujourd'hui et qu'on échange. Nous, notre parti pris, en fait, c'est d'encourager l'entreprise à modéliser et à digitaliser les processus. Et puis, on marche avec notre bâton de pèlerin depuis 20 ans. Alors, pourquoi modéliser les processus RH? La dimension temps, la perte de temps, elle est immense. Et comme dit plus tôt, cette dimension temporelle, elle a un impact très fort sur... elle marque en fait une vraie empreinte auprès des candidats et des collaborateurs. L'autre aspect, c'est la qualité de l'information, le fait de pouvoir y accéder facilement, ne pas se poser de questions sur la qualité en fait de cette information. Donc, sous le prisme du personnel impliqué dans les processus RH, le fait de pouvoir, comme je le disais, accéder à une information dite propre, à nettoyer, c'est un confort et surtout c'est déjà un premier pas et un engagement très fort vers l'efficacité opérationnelle et collective. Et puis sous le prisme de l'entreprise, parce que ça il faut pas l'oublier, elle augmente l'entreprise en fait considérablement la quantité d'informations qu'elle va pouvoir exploiter, puisqu'on est dans le cadre de la digitalisation. Et l'entreprise justement reprend la main sur les informations. On évite, comme je l'ai dit, la double saisie, on copie pas l'information dans différents référentiels. Donc tout ça, c'est un confort pour les différents acteurs et à différentes échelles. Donc, de manière générale, les collaborateurs, grâce à des processus parfaitement adaptés et digitalisés, sont plus efficaces et ils passent moins de temps sur des tâches rébarbatives. Et la conclusion, c'est que, évidemment, ce que recherche l'entreprise, le management et les collaborateurs, c'est de pouvoir apporter de la valeur au quotidien. D'ailleurs, petite aparté, ce constat, on va pouvoir aisément élargir la question. En fait, on peut élargir le constat et poser les mêmes questions sur l'ensemble des processus de l'entreprise. Mais bon, ça, on pourrait ouvrir plus facilement et ça serait encore un peu plus long. Alors, nous aujourd'hui, je reviens à ce que je disais, on a dit pourquoi les modéliser, comment est-ce qu'on le fait, comment est-ce qu'on peut réaliser cette promesse. Nous, on s'appuie sur les formidables capacités de la plateforme. Et c'est Thomas qui va prendre la main pour vous présenter comment est constituée la plateforme. Merci Kamel. Bonjour à tous. Et donc voilà, je prends la main pour parler de la plateforme K2. Voilà, donc cette slide, en fait, ce qu'elle illustre, c'est finalement les approches classiques qu'on a pour répondre à un besoin habituellement. Ça va être soit d'acheter une solution prête à l'emploi sur étagère, ou alors de se lancer dans du développement spécifique. Nous, avec K2, on propose une alternative plus avantageuse à ces deux approches classiques. Ça va être en fait une plateforme low-code qui va nous permettre de créer des applications sur mesure exactement comme on pourrait le faire en développement spécifique, tout en proposant en fait la rapidité de mise en place d'une solution sur étagère. Et le gros intérêt, ça va être, comme le disait un petit peu Kamel, de multiplier les usages sur cette plateforme-là pour la rendre de plus en plus rentable en définitive, aussi bien en termes d'investissement qu'en termes de temps des utilisateurs. Donc, je vais détailler un petit peu chacun des modules de la plateforme. Le premier module, c'est un peu le module historique de la plateforme K2, la partie workflow. Donc, comme on le disait sur ce premier slide, la plateforme K2, c'est une plateforme low-code, ce qui veut dire que tous les outils de conception qu'on met à disposition de nos clients sont basés sur des interfaces qui sont extrêmement graphiques, très intuitives. On va remplacer justement l'écriture de code par du glisser-déposer, par des interfaces de paramétrage qui vont nous aider à
à configurer nos applications. En l'occurrence, sur les workflows, voilà, on va avoir une grille de dessin qui nous permet de glisser, de déposer des événements, puis ensuite des assistants de paramétrage qui vont dire, bah voilà, ici j'ai paramétré une tâche utilisateur. Cet utilisateur, quelles actions il a à sa disposition pour faire avancer sa tâche? Est-ce qu'il peut valider, refuser? Est-ce qu'il peut simplement dire qu'il a traité sa tâche pour faire avancer le process? Qui va recevoir cette tâche? Est-ce qu'on lui envoie une notification? Est-ce qu'on souhaite lui attribuer un délai pour qu'il puisse traiter cette tâche? Et le moteur de workflow qui tourne derrière, en fait, va pouvoir justement tracer ces délais, relancer l'utilisateur au besoin. On va avoir une tonne de mécaniques standards avec le moteur de workflow qui vont nous permettre de gérer les délais des utilisateurs, de les relancer, de gérer leurs absences, de rediriger des tâches, etc., etc. Donc voilà, ça c'est le premier module. Le second module, c'est la partie formulaire. Évidemment, quand on veut créer une application, il faut pouvoir y interagir avec des interfaces graphiques sexy, entre guillemets. Et donc, on a un module de formulaire K2 qui va nous permettre de créer des interfaces web. Encore une fois, avec une philosophie d'implémentation sans code. On fait du glisser-déposer, de boutons, de zones de saisie sur une page web. Et ça va mettre immédiatement à disposition des utilisateurs. Ça va mettre à disposition immédiatement aux utilisateurs des formulaires web qui vont être responsive design, c'est-à-dire qui vont être accessibles aussi bien depuis un ordinateur que depuis des terminaux mobiles tels qu'un smartphone ou une tablette. On a une multitude de thèmes à notre disposition sur ces formulaires-là qui vont nous permettre en fait de nous adapter à la charte graphique de l'entreprise. Et évidemment, il est toujours possible de créer des nouveaux thèmes entièrement personnalisés pour, encore une fois, avoir la charte graphique de l'entreprise la plus fidèle dans nos formulaires K2. Le troisième module, j'arrive pas à passer à la slide suivante. Le troisième module, qui est un peu moins visible aux utilisateurs finaux, mais qui n'est pas négligeable du tout, c'est l'aspect connecteur de la plateforme K2, qui va nous permettre finalement de manipuler des données du système d'information. Donc, typiquement, quand on est dans une entreprise, qu'on installe K2, on a besoin d'aller manipuler des données qui sont existantes quelque part, que ce soit dans une base de données, dans un ERP, un CRM, un SIRH. Et donc, la plateforme K2 propose en standard toute une panoplie de connecteurs qui vont nous permettre d'adresser ces données-là et de les restituer à l'utilisateur aussi bien dans nos workflows que dans nos formulaires. Donc là, on en voit quelques-uns, c'est une liste vraiment non exhaustive. Ce qu'on peut détailler ici, c'est qu'on voit qu'on s'intègre très très bien avec notamment les technologies de l'univers Microsoft. Mais c'est pas une exclusivité. On peut voir des choses comme SAP, pour citer un grand nom des ERP, Salesforce, un grand nom des CRM. On va pouvoir gérer de la signature électronique grâce à des modules tels que DocuSign, de la lecture de caractères, de la reconnaissance de caractères comme avec du Knowledge Lake ou du ABI par exemple. Et pour tous les systèmes qui ne seraient pas accessibles en standard par K2, K2 propose la possibilité soit de s'en développer des personnalisés ou alors de s'y interfacer via des web services. On a des connecteurs qu'on va appeler génériques en fait qui nous permettent de nous connecter à des web services et de nos jours à peu près tous les systèmes respectables du marché proposent des web services pour faire des intégrations. Voilà. Et le dernier module que je vais présenter avant de donner la main et de poser la première question de ce webinaire, ça va être le module Analytics de K2, donc il va nous permettre en fait de justement, on en reparlera un petit peu plus tard, d'analyser en fait le déroulement de nos processus sur la plateforme K2 pour identifier les lacunes de nos process, éventuellement les faire évoluer pour toujours augmenter en fait la rapidité de déroulement de nos process et garantir des meilleurs délais de traitement. La plateforme, elle se veut ouverte et donc en plus des web services auxquels on est capable de s'intégrer, on va être capable aussi de proposer des intégrations vers l'extérieur et des outils de BI tels que Power BI ou Business Object ou Tableau, j'en passe, vont être capables de consommer des données K2 à des fins de reporting plus avancées. Voilà pour la plateforme. On va lancer la première question de ce webinaire. Et du coup, je vais rendre la parole à Kamel. Merci Thomas. On va pouvoir enchaîner sur la suite. Vous le voyez, on vous
fait un peu participer. On aimerait voir quel est votre état, comment est-ce que vous gérez aujourd'hui en fait vos processus, pardon. Donc n'hésitez pas à appuyer sur l'une des 4 puces et ensuite on va pouvoir enchaîner sur une partie extrêmement intéressante qui est donc le retour d'expérience avec Jean-François. Peut-être avant d'enchaîner sur le retour d'expérience de Jean-François, on peut faire un bilan des questions, enfin des réponses à la question, parce que moi je vois des statistiques qui sont assez intéressantes finalement sur cet aspect-là. Alors il faut juste qu'on les partage peut-être les résultats. Voilà, excellent. Ce qu'on peut voir en tout cas, c'est sur les personnes qui sont connectées au webinar, il y a une bonne statistique. Déjà, c'est que personne n'a répondu que tout était manuel et gestion de papier. Donc ça, c'est une très bonne chose en définitive. Mais on peut voir que malgré tout, la couverture que vous avez sur vos process RH ne sont pas à 100% digitalisés non plus pour 73% d'entre vous. Et donc, il y a encore beaucoup de travail à faire et sûrement que les solutions mises en place sont parfois source de frustration. Là, je vois effectivement, entre parenthèses, qu'on a parlé de gestion par mail, de RP. La gestion par mail, c'est loin d'être idéal, hein. On perd en traçabilité et les ERP sont souvent très rigides et donc ça peut générer pas mal de frustration. Jean-François, cette fois-ci, c'est la bonne. Donc, tu vas pouvoir prendre la main. Merci Thomas. Bonjour à tous, donc Jean-François Davis, je suis responsable de projet au système d'information au sein du groupe Kohler SDMO. Je vais d'abord vous faire juste une petite présentation rapide de l'entreprise, ça va pas durer très longtemps, et ensuite de notre utilisation au niveau de la solution K2. Donc, le groupe Kohler est une société de 35 000 salariés dans le monde. Nous avons 55 sites de production et 4 grands domaines de prédilection qui sont la cuisine, salle de bain. Alors, si je parle niveau France, on peut parler de Jacob de Lafond, des entreprises comme ça qui appartiennent au groupe. Niveau ameublement, hôtellerie, donc un domaine qui correspond plus à notre domaine d'activité chez Kohler SDMO, qui est l'énergie. Donc, le groupe Kohler est basé aux USA, dans le Wisconsin, et le groupe Kohler SDMO est basé à Brest, dans le Finistère. Nous avons des agences en France et dans le monde, États-Unis, Émirats Arabes Unis, Brésil, Russie. Donc, slide suivant. Donc, nous avions un besoin de digitaliser nos formulaires. Donc, vous pouvez voir à droite défiler les anciens formulaires papier. Donc, nous partions assez loin. En fait, nous avions donc des formulaires papier qui permettaient aux utilisateurs de faire les demandes, donc, que ce soit l'arrivée de nouveaux salariés ou demande de nouvelles créations d'accès ou de création de comptes dans des outils informatiques. Donc, ces différentes demandes, donc, qui transitaient dans le meilleur des cas papier, numérisé et par messagerie ou par la navette directement, engendraient donc une perte de temps, une perte de documents dans certains cas. Il y avait une visibilité et un mauvais suivi pour les demandeurs, savoir où en était la demande. Et donc, vous pouvez imaginer des Jean-François, on ne t'entend plus. Peut-être un petit problème de connexion du côté de Brest. Comme on en parlait tout à l'heure, les connecteurs aussi qui sont disponibles vers différentes applications comme SharePoint, Oracle, SQL, qui permettent en fait de rapidement récupérer des informations au sein des formulaires. Nous avons rapidement fait choisir cette solution. Donc, je vais vous présenter en fait de façon d'utilisons les formulaires. Donc ici, vous pouvez voir en fait nous utilisons la solution SharePoint dans l'entreprise. Donc via un portail SharePoint, donc une page web, nous avons centralisé l'ensemble des liens vers les formulaires web.
Donc ici, sur cette slide, vous pouvez voir au centre les formulaires régulièrement utilisés par nos collaborateurs. Donc, on parle de nouvel arrivant, donc c'est un nouvel embauché, par exemple, renouvellement des droits, un CDD qui arrive à son terme et il faut renouveler, les demandes de nouvelles applications. Donc là, ça concerne plus la partie IT pour avoir accès à un nouveau répertoire, avoir accès à une nouvelle application. Les demandes de matériel, pareil, c'est des demandes souvent de PC, portable, téléphone. Je fais la liste de l'ensemble des formulaires pour vous montrer quand même qu'il n'y a pas que des formulaires pour la RH. Nous avons aussi un formulaire qui permet de réinitialiser le mot de passe dans notre ERP. Les nombreux coups de fil le lundi matin, parce que les personnes ont oublié leur mot de passe. Nous avons également un formulaire pour les ordres de mission qui nous permet de savoir quand les personnes sont en déplacement, de savoir exactement quel type de voyage, les billets qui ont été utilisés, les réservations. Fiche visiteur, c'est pour les visiteurs dans l'entreprise. Ce qui est demande d'intervention, réparation. Et demande d'essai, c'est un formulaire spécifique chez nous pour les demandes d'essai de groupes électrogènes. À gauche, vous voyez, on a des différents liens qui sont, d'une part, les tâches. Donc, chaque formulaire et chaque workflow, on peut associer des tâches. L'utilisateur, en se connectant sur la plateforme, qui clique sur le lien Mes tâches, il voit exactement les formulaires qui sont en attente chez lui et les tâches qui sont en attente de traitement chez lui. Le troisième lien, donc formulaire, c'est ce qu'on voit. Et suivi de demande, c'est ce qui va permettre à l'utilisateur de suivre sa demande, de savoir exactement dans quel statut est sa demande, où elle en est en cours de traitement. Sur la partie RH, je vais surtout c'est la présentation de deux formulaires. Le formulaire nouvel arrivant. À l'intérieur de ce formulaire, on a regroupé deux formulaires qui existaient, qui sont demande de matériel et demande d'accès. Et je vais vous montrer aussi que c'est ce qui est intéressant dans les formulaires, c'est l'interactivité qu'on peut avoir avec l'utilisateur en masquant des champs, en créant, en générant des alertes. Et le deuxième point, donc sur les ordres de mission, c'est intéressant au niveau RH car il y a des déclarations à faire et des choses qui avaient du mal à se faire chez nous. À gauche, vous pouvez voir l'ancien formulaire de demande de nouvel arrivant en format papier. Donc à droite, vous voyez défiler le nouveau formulaire en format web. Au niveau de la première zone, vous pouvez voir, voilà, c'est toutes les informations qui peuvent concerner les ressources humaines, le nom, le prénom, le responsable, les différents services. On a aussi en haut du formulaire le demandeur qui apparaît. Donc, on parlait tout à l'heure des connecteurs. Par exemple, un connecteur qui est régulièrement utilisé chez nous, dans l'entreprise, vous avez l'Active Directory, qui est un annuaire d'entreprise où on recense tous les comptes et tous les utilisateurs de l'entreprise. Donc, avec le connecteur, on arrive à récupérer, dès que la personne se connecte sur le formulaire, le nom du demandeur, mais également le responsable, le nom du responsable qui va devoir valider le formulaire. Donc, tout ça a permis de fluidifier les échanges et d'avoir un meilleur suivi. On peut voir aussi, donc, là, il y a matériel qui est coché, accès aux outils informatiques qui n'est pas coché. Le fait d'avoir matériel coché, la zone qui est ci-dessous avec matériel demandé apparaît et la personne peut sélectionner unité centrale, écran. Donc là, le but, c'est vraiment de vraiment recueillir les bonnes informations au niveau du formulaire. Pour les formulaires papier, on a l'habitude de sélectionner tous les cases ou ne pas sélectionner. Là, on est sûr d'avoir recueillir exactement les bonnes informations pour que les traitements des tâches derrière puissent se faire dans le meilleur délai. Un autre exemple, en fait, formulaire, c'était donc à gauche, vous voyez les formulaires d'ordre de mission. Donc, ça nous permettait de savoir le motif de la mission, du déplacement, avec quelle société ils ont réservé les billets, les propositions de départ, les locations de véhicules. Donc, ici, vous pouvez voir en fait le formulaire au niveau web, on a le demandeur, le nom de son responsable, on a les différentes informations sur le voyage, qui voyage, dans quel pays. Et donc, on a pu, ce qui est intéressant pour les ressources humaines, c'est que voilà, dès qu'un déplacement a été sélectionné,
on transmet l'information aux ressources humaines pour qu'il y ait une déclaration au niveau de la CPAM dans les temps. Et donc, ça arriver régulièrement juste après le retour de la personne. Déclaration également au niveau du portail Ariane, France Diplomatie, qui permet en fait de savoir qui est à l'étranger et s'il se passe quelque chose dans ce pays-là, de pouvoir alerter les sociétés et la personne. Voilà, c'est des choses en fait qui est compliqué chez nous, qui était compliqué au niveau du format papier, savoir si c'était fait dans les temps et dans les règles là. Donc là, au moins, avec le formulaire, on a pu automatiser toutes ces parties-là. Ici, vous avez, alors c'est une ancienne capture. Maintenant, elles sont plus jolies dans la nouvelle version, mais on peut voir en fait à quoi peuvent servir également les tableaux de bord dont on parlait K2 tout à l'heure. Grâce à ces tableaux de bord, on a pu faire évoluer nos différents formulaires pour des différentes années. Donc, avec cet outil de statistique, on peut voir un peu les temps de latence, là où les tâches sont régulièrement bloquées, où les temps de traitement sont longs. Là, par exemple, sur cet exemple de demande, on peut voir les temps de traitement pour la validation du responsable et la création de compte Unix. Alors, chez nous, ceci nous permet rapidement de prendre contact, par exemple, avec le responsable de la tâche création de compte Unix, de savoir pourquoi ces délais de traitement sont plus longs que pour les autres tâches. Des fois, on peut avoir l'information que il me manque à chaque fois une information, je suis obligé de contacter le demandeur. Et donc derrière, on va faire évoluer nos formulaires pour que l'information soit saisie en temps et en heure avant d'arriver chez le responsable de la tâche. Donc, soit en mettant le champ en obligatoire au niveau du formulaire, soit en l'ajoutant, soit en utilisant un connecteur vers une autre application où on va retrouver l'information. Donc, voilà les différentes évolutions qu'on a fait sur nos formulaires. Si je fais juste un petit bilan sur le ROI donc, depuis la mise en place. Donc, déjà, je peux vous dire qu'il s'est fait rapidement en termes de visibilité. Jean-François, on t'a perdu à nouveau. Je suis désolé, mais on ne t'entend plus. Que ce soit chez les managers et chez les utilisateurs, sont des périodes où on a énormément de demandes, que ce soit au niveau de l'intérim pour l'été, des stagiaires, des apprentissages. Donc, on a un meilleur suivi de toutes ces demandes-là, 5 fois plus rapide en termes de traitement et en termes de réalisation des tâches. Une demande qui est faite le lundi peut être réalisée pour le mardi. Et au niveau des demandeurs, ce qui est intéressant et ce qui est vraiment apprécié, c'est d'avoir une traçabilité des demandes et un meilleur suivi des demandes. La personne est capable de dire si la demande est bloquée au niveau. François, on t'a perdu. Je ne sais pas si tu te déplaces ou s'il y a un faux contact quelque part. Mais on ne t'entend plus. Workflow pour avoir pour chaque personne, pardon, les tâches à traiter en temps et en heure. Voilà, Eh ben, merci beaucoup Jean-François pour ton témoignage. Je vais tâcher de mettre tout ça en image. Alors, laissez-moi juste reprendre la main pour partager mon écran. Et puis on va démarrer la partie démonstration. Alors, tac. Voilà, normalement vous devez voir maintenant une application K2 et non plus des slides PowerPoint. Donc ce que j'ai fait, c'est que pour mettre en image voilà, tout ce qu'on vous dit depuis tout à l'heure, j'espère que ça vous a mis en appétit. Maintenant, on va vraiment rentrer dans le concret en vous montrant en fait comment on interagit concrètement avec une application K2. Et pour ça, je me suis connecté à mon application de démonstration d'entrée et des sorties des collaborateurs, donc de mon entreprise de démonstration qui s'appelle Dynamics Corp. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par enfiler la casquette d'un manager. Voilà, on va dire que je suis le manager du service communication de l'entreprise Dynamics. Et voilà, il y a des entretiens qui se sont passés très très bien. On a identifié un candidat.
On lui a fait une proposition d'embauche et il l'a accepté, c'est magnifique. Pour le coup, c'est une candidate. Et on y arrivera un petit peu plus tard. Et donc, pour vraiment démarrer le process d'embauche dans l'entreprise de cette candidate, je me connecte à cette interface et donc voilà, je vais vous la détailler un petit peu. Ici, j'ai justement le nom de mon application. Entrée-sortie des collaborateurs, je pourrais avoir d'autres applications ou un portail un petit peu plus générique avec, voilà, un petit peu comme le présentait Jean-François sur ses captures d'écran, voilà, des différentes pastilles qui donnent accès à différents modules. Donc voilà, là, mon application RH d'entrée-sortie des collaborateurs. On peut voir que j'ai une petite liste déroulante ici qui va me permettre de traduire à la volée mon formulaire. Donc là, en l'occurrence, par défaut, j'ai mis en français, mais je peux immédiatement le traduire en anglais. Si vous avez un petit peu regardé l'écran tout à l'heure, vous allez voir que tous les libellés se sont traduits automatiquement. Ça, évidemment, c'est quelque chose qu'on peut cacher pour détecter automatiquement la langue de l'utilisateur et puis lui présenter le formulaire dans la bonne langue au besoin. Ensuite, on parlait de traçabilité. Et donc ici, j'ai des KPI, des indicateurs qui me permettent de voir où en est le déroulement de mon processus. On peut voir que j'ai 9 instances de processus d'entrée de collaborateurs qui sont en cours d'exécution. Et par contre, je suis plutôt dans les clous, même si j'ai 9 instances actives, rien de retard, rien d'urgent, donc tout va bien au niveau de mes processus d'entrée. Pareil pour mes processus de sortie, j'en ai un seul d'actif, 0 retard, 0 urgence, donc a priori tout va bien pour l'instant. Ensuite, ici, je peux pouvoir regarder, grâce à ces boutons-là, différentes listes concernant les processus d'entrée et de sortie de mes collaborateurs. J'en ai une première qui est sur les processus qui sont en cours de validation. Donc voilà, on voit que j'en ai 9 justement en cours d'approbation, mais je pourrais aller les consulter tous en changeant ma liste en cliquant ici, ou alors démarrer un processus d'embauche en cliquant sur ce bouton-là. J'ai la même chose pour les sorties de mes collaborateurs. J'ai une interface ici qui est qui est plus intéressante encore sur les contrats temporaires de mon entreprise. Donc on peut voir avec des codes couleurs le nombre de jours restants à ces personnes parmi nous. Et on peut voir que par exemple, Natalia, dans 19 jours, elle quitte l'entreprise. Et si on souhaite étendre son contrat, ça serait bien de le faire rapidement en cliquant sur le bouton Extend Contract. Parce qu'on a oublié de traduire ce petit bouton. Donc il aurait fallu mettre prolonger le contrat. On n'a juste pas mis à jour le dictionnaire. On en parle un petit peu tout à l'heure aussi sur les aspects moteurs de workflow, la notion de tâche. Et donc ici, j'ai une interface où je vais pouvoir retrouver en fait les tâches que moi, en tant que manager de mon département marketing, j'ai à traiter. Ou après, quand je vais me connecter avec d'autres utilisateurs, j'aurai à traiter en tant que RH, en tant que responsable IT, et ainsi de suite. J'ai des rapports, j'ai des espaces de paramétrage, je pourrais y revenir un petit peu plus tard. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais rebasculer sur mon interface de processus d'entrée et je vais cliquer sur mon bouton embaucher un collaborateur qui va me permettre de basculer sur un formulaire, cette fois non pas destiné à de la consultation, mais vraiment à de la saisie. Et donc, bon, il est assez conséquent, donc j'ai pris le temps de le remplir un petit peu avant de démarrer le webinar. Et j'ai fait une bêtise. Hop, juste un instant. Voilà, je remets la fenêtre au bon endroit. J'ai un câble HDMI qui est un petit peu capricieux, je suis désolé. Hop. Voilà, donc, ce que je disais, c'est qu'on recrute une candidate. Voilà, on a retenu sa candidature. Vraiment, les entretiens se sont super bien passés. On est ravis qu'elle ait accepté notre offre d'embauche. Donc voilà, Olivia, on a saisi les informations qui la concernent. Donc voilà, effectivement, Olivia Pope, elle est née le 24 octobre 1986. Donc voilà, ce qu'on peut voir, c'est que j'ai des types de champs différents en fonction de ce qu'on attend. Donc quand c'est un nom, un prénom, là, ça va être de la saisie libre. Pour le sexe de la personne, évidemment, on va proposer 2 choix. On a encore un petit peu vieux jeu chez Denalix. On a la date de naissance qui est proposée sous forme de calendrier. Donc voilà, si je me suis trompé, c'est pas le 24 octobre, mais alors j'ai fait un clic droit. Hop, le 9 octobre, j'ai juste à saisir ici ces informations-là. Ensuite, on a renseigné son domicile. Et ici, encore une fois, ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir, j'en parlais tout à l'heure, des connecteurs qui nous permettent de nous intégrer ici à une interface de recherche des codes postaux. Voilà, on s'intègre directement avec la Poste pour récupérer des codes postaux valides. Et ensuite, on s'intègre avec Google Maps pour aller voir justement l'adresse d'Olivia, par quoi ça se traduit sur une carte. Alors, si je dézoome un peu, ça va me permettre de voir effectivement qu'elle habite pas très loin de Chesterfield, au Royaume-Uni, et c'est bien ce qui est renseigné ici dans ma liste déroulante des pays.
Ensuite, j'ai un bloc avec le détail du poste. Donc, on va la faire démarrer le 2 janvier. Son manager, ça va être Swina. Au service communication. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais je pourrais changer ici pour dire on va la recruter au service commercial et automatiquement, on va aller me proposer une liste de postes qui correspondent au service que j'ai sélectionné. Donc là, évidemment, on me propose des postes plutôt commerciaux, mais si je retourne à la communication, on va me proposer des postes beaucoup plus liés justement à la gestion de la marque, aux relations publiques, etc. Donc là, je sélectionne le poste que je veux faire occuper par Olivia et automatiquement, on récupère de notre base de configuration une description de poste et un salaire de base. Ici, je vais pouvoir évidemment modifier ça pour dire Olivia, c'est une super candidate et elle a très bien négocié son salaire. Du coup, elle a réussi à négocier 10 000 euros de plus annuel que la grille. Très bien, je peux passer à l'onglet suivant où on va parler plutôt des aspects informatiques, matériels de l'arrivée d'Olivia. Donc là, non seulement on gère la partie purement RH avec son salaire, son adresse, etc. Mais évidemment, on va aussi, pour que quand Olivia nous rejoint, tout soit prêt pour elle, qu'elle n'ait pas à se tourner les pouces en attendant que son ordinateur soit préparé. On va déjà formuler les demandes sur les accès système qui sont nécessaires. Donc voilà, on lui dit qu'il faudra qu'elle accède au disque dur réseau E, qu'elle soit sur la liste de diffusion contact@denalix.com, qu'elle ait accès sur nos sites SharePoint, marketing et communication, et sur les Teams. Pour ceux qui ne connaissent pas Teams, dommage, parce que c'est quand même un outil très sympathique et qui permet de faire du chat. Voilà, sur les Teams, marketing et communication. Ensuite, en termes d'accès aux applications purement, donc on va lui donner accès au CRM, à Teams, logiquement, à la partie Product Innovation chez nous, pour qu'elle puisse communiquer sur ces aspects-là, sur SharePoint. Elle compte travailler à domicile, donc on va lui donner un accès au VPN. Troisième onglet, j'ai l'aspect équipement, vraiment. Donc là, on va lui fournir un ordinateur portable puisqu'elle prévoit de travailler à domicile. Un ordinateur portable, c'est toujours le bienvenu et une sacoche qui viendrait avec. Ensuite, on a les aspects un petit peu plus logistiques pour Olivia. Donc, quand elle va nous rejoindre, en fait, est-ce qu'elle a besoin d'accéder à une place de parking? Est-ce qu'on doit lui attribuer un bureau fixe, voilà, nominatif? Chez Denalix, par défaut, en fait, quand on vient au bureau, on prend une place qui est disponible, mais sinon, on peut prévoir des bureaux attitrés au besoin. Donc voilà, en l'occurrence, non, pas la peine d'avoir un bureau attitré pour Olivia. Par contre, il lui faut une place de parking puisqu'elle se déplace en voiture. Et ce qui est intéressant sur ce formulaire-là, Jean-François en parlait un petit peu, c'est la notion de dynamicité. Là, ce que je vois, c'est que j'ai coché la case aménagement nécessaire et donc logiquement, on m'a affiché le bloc de saisie associé à ces aménagements. Mais je peux aussi parler d'accréditation pour donner des accès restreints à Olivia sur certains sites de l'entreprise. Et si je le coche, évidemment, ça va me faire apparaître cette zone de saisie. En l'occurrence, Olivia, elle n'aura pas besoin d'accéder au site de production, au laboratoire ou quoi que ce soit. Le bureau principal, ça lui suffit très bien. Et donc, on ne va pas lui donner d'accréditation, donc je vais décocher ça. Et donc, non seulement ça rend des blocs de mon formulaire facultatifs, mais également des chemins de mon workflow, qu'on va voir un petit peu plus tard, facultatifs. Et dernièrement, j'ai une liste ici qui va me permettre de rajouter des documents concernant Olivia. Donc là, on a déjà attaché une facture EDF pour avoir un justificatif de domicile. Et j'ai également son CV sous forme de fichier PDF. Tout ça, ça va être poussé dans SharePoint, qui fait très bien de la gestion électronique de documents, mais ça pourrait être poussé évidemment partout ailleurs qui soit capable de stocker des documents. Là, mon formulaire est bien rempli, donc je peux cliquer sur le bouton soumettre sans problème, mais évidemment, j'ai mis en place des règles de gestion qui font que si des champs ne sont pas renseignés, ils vont être matérialisés par des petites bordures rouges ici pour m'expliquer que ils sont obligatoires. Et si j'essaye de soumettre mon formulaire sans avoir tout renseigné, j'ai un message d'alerte qui m'avertit qu'effectivement, j'ai pas précisé le nom de famille d'Olivia et que donc je ne peux pas envoyer mon formulaire en validation. On a pu mettre en place évidemment d'autres règles de gestion, par exemple pour vérifier la date de naissance de la personne, qu'on ne cherche pas à faire un début de contrat dans le passé pour la personne. Voilà, tout ça pour garantir la qualité des données qui sont soumises au workflow. Là, en l'occurrence, voilà, j'ai tout renseigné de façon convenable, donc je peux cliquer sur le bouton soumettre. K2 va m'enregistrer tout ça et va me confirmer que tout est enregistré sous le numéro de référence EON 13.
Donc très bien, je peux cliquer sur le bouton OK, qui va me rediriger sur ma page d'accueil, où je peux voir normalement, alors il faudrait peut-être que je rafraîchisse ma page, pour que mes KPI se mettent à jour. Et donc, je retrouve ma demande numéro 13 en cours d'exécution ici dans ma liste des demandes. Je peux aller cliquer sur cette petite icône pour aller voir graphiquement en fait comment est en train de se dérouler mon processus. Donc ça va me permettre de voir vraiment en temps réel le comportement du processus qui tourne derrière le formulaire que je viens de saisir. Voilà, le temps que ça se charge un petit peu. Donc là, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, des chemins facultatifs de mon workflow. Là, on le voit très bien grâce aux couleurs d'exécution du suivi graphique de K2. Toutes les étapes qui sont en vert, en fait, sont les étapes par lesquelles on en est passé. Donc, moi, en tant que manager, j'ai renseigné ma demande à cette étape-là. Ensuite, on a fait des choses automatiquement, telles que provisionner un compte informatique et une adresse email à Olivia. Donc ça, évidemment, c'est des choses qu'on peut faire totalement automatiquement. Hein, on n'a pas besoin de solliciter un humain pour le faire. Et donc ça va nous permettre finalement de gagner énormément de temps et que les utilisateurs se concentrent sur des tâches avec un peu plus de valeur ajoutée que de configurer une boîte mail alors que ça peut être automatisé. Et ensuite, on voit que j'ai 4 chemins parallèles qui peuvent s'exécuter, et en l'occurrence, j'en ai que 3 qui s'exécutent. J'ai un chemin pour l'IT, donc qui va gérer l'achat de licences, l'attribution des droits sur les sites SharePoint, sur les Teams. Ensuite, j'ai la partie ressources humaines qui va s'assurer de générer un contrat, de commencer à enregistrer Olivia dans le logiciel de paye. J'ai un chemin sécurité ici qui n'est pas suivi puisque je n'ai pas précisé la nécessité d'accréditation pour Olivia. On n'a pas besoin d'accréditation chez Dynamics pour accéder au bureau principal. Par contre, on a demandé des aménagements à Olivia, notamment une place de parking, et donc ce chemin qui a été coché s'exécute. Une fois que tout ça est traité, on va pouvoir remettre le processus en mode synchrone, entre guillemets, c'est-à-dire que voilà, j'attends que l'IT, les ressources humaines et la logistique aient traité leurs tâches, et une fois qu'ils ont tous traité leurs tâches, on va attendre le 2 janvier, la date de démarrage d'Olivia chez Dynamics, pour passer à la suite de mon process et faire avancer et faire renseigner à Olivia des informations telles que ses contacts en cas d'urgence, lui annoncer les formations qu'elle va devoir suivre, etc., etc. Donc voilà, là j'en ai terminé en tant que manager. Je vais basculer d'utilisateur en changeant de casquette. Donc je réduis cette fenêtre et j'en ouvre une autre. Hop. Ah oui, mon écran s'est débranché tout à l'heure, du coup elle a passé. Hop, voilà. Donc je vais rafraîchir ma page. Donc je retrouve toujours les informations concernant Olivia. Et si cette fois je me positionne sur ma liste des tâches, je peux aller voir que je vais avoir reçu une tâche concernant la demande EON 13 aujourd'hui à 11h46. En parallèle de cette tâche dans ma liste des tâches, évidemment, j'ai la possibilité de recevoir des notifications par email. Et donc, je vais vous en montrer un exemple. Ici, de Olivier, donc un email qui est finalement très simple, mais qui, malgré tout, retrace des informations intéressantes concernant la demande en question. Donc, on me dit, bonjour Thomas Pozzo di Borgo, c'est moi qui ai la casquette RH. La demande numéro 13 pour Olivia Pope, qui rejoint Dynamics le 2 janvier, nécessite mon intervention, et j'ai également un lien qui me permet d'accéder au formulaire pour traiter ma tâche. Donc excellent. Ça me permet finalement, quand je suis pas systématiquement connecté à mon outil RH, de quand même être au courant des nouvelles demandes qui arrivent et de pouvoir les traiter dans des délais corrects. Hop. Et donc en fait, je me suis trompé de fenêtre parce que je voulais commencer par les RH. Donc je retourne sur mon navigateur pour les RH au niveau de ma liste des tâches. Et j'arrive ici où je vois pas mal de tâches à traiter concernant des demandes de recrutement, dont celle pour la demande numéro 13. Évidemment, au niveau de ma liste des tâches, je peux double-cliquer dessus pour accéder au formulaire. J'ai également un petit menu déroulant qui va me permettre non seulement d'accéder au formulaire, mais également de traiter ma tâche directement, ou alors d'ouvrir le suivi graphique que je vous ai montré, mais également, peut-être que je suis un peu débordé à l'heure actuelle, de rediriger ma tâche à un utilisateur ou de la partager avec quelqu'un d'autre. Voilà, j'ai également des mécanismes d'absence du bureau. Donc voilà, si je pars en vacances, par exemple, je vais dire que pendant mon absence, ça va être Kamel qui va traiter mes tâches
à ma place sur tel process, ce sera quelqu'un d'autre sur un autre process, et ainsi de suite. Si je double-clique sur ma tâche, comme je suggérais de le faire, j'arrive sur un formulaire qui ressemble un petit peu finalement à celui que j'avais tout à l'heure en tant que manager pour renseigner ma demande, mais cette fois, on présente des informations supplémentaires et d'autres au contraire qu'on a retirées. En l'occurrence, on se concentre sur les informations sur les ressources humaines. Donc on voit que sur l'aspect ressources humaines, on demande quand est-ce qu'est planifiée l'intégration. Donc on va dire que bah oui, elle est planifiée. On a posé un rendez-vous à Olivia, ce sera bien le 2 janvier. Par contre, on va peut-être pas l'accueillir à minuit, on va plutôt l'accueillir à 9 h, hein, ce sera plus sympathique. Voilà, arrivée prévue le matin, blablabla. Je peux rajouter effectivement, si je souhaite, un planning de formation pour Olivia. Donc là, en l'occurrence, si je rajoute une ligne, je vais avoir à ma disposition une liste de formations qu'on peut prodiguer à nos nouveaux utilisateurs. Bon, là, en l'occurrence, c'est des formations qui sont très techniques, hein, donc et Olivia, c'est un profil communicant, donc on va pas la former sur K2, même si c'est un produit qui est très accessible au commun des mortels. J'ai un bloc qui est destiné à mon statut de revue, mais j'ai également des onglets avec des informations qui peuvent m'être utiles en tant que ressources humaines. Donc j'ai bien le nom du collaborateur, de la collaboratrice, son adresse, son salaire, parce qu'évidemment, voilà, il faut que je rentre tout ça dans le logiciel de paye maintenant, et également ses documents. Donc voilà, en l'occurrence, c'est très bien. Ce que je peux voir, c'est que j'ai vraiment que les informations dont j'ai besoin. Je ne me perds pas avec des demandes d'accès système quand je suis ressources humaines. Et ça me va très bien d'avoir ma vie simplifiée comme ça. Je clique sur terminer pour confirmer que j'ai traité ma tâche. Voilà, j'ai bien renseigné dans le logiciel RH le salaire qui est souhaité par Olivia, son adresse, etc., etc. Donc j'en ai terminé en tant que ressources humaines. Je peux réduire ma fenêtre et cette fois basculer du côté IT et ouvrir ma tâche. C'est vraiment la même chose. L'utilisateur IT, il a également reçu un email de notification l'invitant à traiter sa tâche. Et quand il double-clique sur sa tâche, il va accéder à un formulaire qui lui est vraiment fait sur mesure pour les personnes de l'IT. Donc on retrouve finalement toujours le même esprit, mais avec les informations qui nous intéressent vraiment en tant qu'utilisateur IT. Donc les équipements qu'on doit fournir à cette personne-là, les accès informatiques sur un deuxième onglet, et j'ai malgré tout quelques informations un petit peu plus générales sur la personne. Donc j'ai son nom, son prénom, ça peut être utile peut-être pour acheter des licences. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'ici, on a réutilisé un composant qui était à disposition pour créer la demande, mais également pour les présenter aux ressources humaines. Mais simplement ici, en tant qu'utilisateur IT, les données sensibles concernant Olivia, je ne les vois pas. Ça ne me concerne pas. Je n'ai pas besoin de savoir le salaire ni l'adresse postale d'Olivia pour remplir mes tâches en tant qu'utilisateur IT. Donc, elles me sont cachées. C'est des informations qui sont toujours présentes aux utilisateurs qui sont autorisés. Mais en moi, en tant qu'utilisateur IT, je n'ai pas le droit de les voir et donc je ne les vois pas. Très très bien. Et donc ce qu'on peut voir, c'est qu'en tant qu'IT, j'ai un peu plus de travail à faire. Ça se voit peut-être pas pour l'instant, mais si je coche ici pour dire, voilà, il lui faut un ordinateur portable, fort bien, je vais cliquer ici parce que je sais que dans mon stock de matériel, j'ai un ordinateur portable à fournir à Olivia. Et donc je vais dire de quel type d'équipement on parle. On parle d'un ordinateur portable. On va dire que elle a de la chance, Olivia, elle va avoir un Apple MacBook Pro 15 pouces, blablabla. Dans notre inventaire, son numéro, c'est 1, 2, 3, 4. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait lui fournir qui est déjà en stock? Je pense qu'on doit avoir une sacoche en stock. Bon, ça va jurer un petit peu parce que c'est une sacoche d'elle, mais elle fait le boulot. Hop. Voilà, par contre, on n'a plus de téléphone portable dans notre stock, donc il faut qu'on fasse une commande concernant ce téléphone portable. Donc je vais cocher également l'aspect commander un nouveau matériel. Et donc j'ai une deuxième liste qui s'affiche ici qui me demande voilà, quel matériel je dois commander. Décidément, je fais beaucoup de clics droits involontaires. Hop, et donc on va dire voilà, c'est du hardware. De quoi on parle? On parle d'un iPhone X. Donc voilà, pour compléter la panoplie Apple, on va lui acheter un iPhone X. Un seul, ça suffit, hein, c'est déjà pas mal. Et puis, on va lui commander des licences pour WinZip. Pourquoi pas? Ce sera la première personne à payer des licences WinZip depuis
très longtemps. Hop. Et donc là, immédiatement, j'ai une liste avec en fait une commande d'achat qui va être déclenchée à l'issue de ma validation de tâche. Donc là, c'est intéressant avec ce genre de fonctionnalité, de mécanique, c'est qu'on va pouvoir, encore perdu mon écran, c'est un peu énervant ça. Il veut plus mon écran. Alors, c'est pas grave. Allez, passez ma fenêtre. C'est génial. Alors, désolé pour ce petit contretemps. Donc voilà, j'en étais à se dire que j'avais du matériel à commander et donc à l'issue de cette tâche informatique, je vais déclencher non seulement la suite de mon process de recrutement, mais également je vais déclencher un process de commande d'achat auprès de mes fournisseurs. Donc je peux cliquer sur le bouton soumettre pour déclencher tout ça. Et donc là, je vais me débarrasser en tant qu'IT de cette tâche. Je n'aurai plus qu'une seule à traiter. Si je retourne sur ma liste des tâches, ma demande numéro 13 devrait avoir disparu. Excellent, elle a bien disparu. Maintenant, si je rebascule à nouveau du côté du manager, peut-être qu'il est curieux de voir où ça en est. L'écran est noir. Alors, est-ce que vous voyez à nouveau mon écran? Alors là, pour le coup, c'est un fond bleu, mais voilà. Oui, c'est bon. Ok, donc je disais, au niveau de ma liste des tâches en tant qu'IT, c'est vide. Je réenfile ma casquette de manager pour voir où ça en est, en regardant le suivi graphique de mon process. Et on peut voir effectivement que j'ai traité ma tâche IT, ma tâche ressources humaines, et donc que mon process est en attente de la tâche logistique avant de passer à la suite de mon process IT. Bon, je ne vais pas vous faire l'affront de vous montrer une troisième tâche. Je pense que vous avez compris le principe. Au niveau de la partie logistique, on va demander à la personne de bien lui attribuer une place de parking, de confirmer que c'est fait. Et une fois que c'est fait, il va pouvoir cliquer sur son bouton Submit ou soumettre et pour dire que c'est fait. Et mon process va se terminer ainsi. Ce que je vais faire, c'est que pour conclure cette démonstration, je vais vous montrer les interfaces dont je vous ai parlé tout à l'heure, la partie rapport. Donc très rapidement, pour vous laisser du temps de poser quelques questions quand même. Où ici, je vais pouvoir voir en fait justement des statistiques sur mon process depuis qu'il s'est exécuté, enfin depuis qu'on l'a mis en place. Donc je peux voir ici une première courbe avec le nombre d'instances qui ont été démarrées par jour. Donc on peut voir que hier, il y a 3 instances qui ont été démarrées, aujourd'hui une seule, celle qu'on vient de démontrer. Je peux voir ici le détail des instances en cours. Et surtout très intéressant ici de voir des statistiques en fait sur chacune des tâches et leur durée. Donc ce qu'on peut voir, c'est que finalement les nouveaux employés, c'est eux qui sont les plus efficaces puisqu'ils mettent en moyenne 14 heures à traiter leurs tâches. L'IT est pas trop loin derrière, elle met 2 jours et demi à peu près à traiter ses tâches. Par contre, ça commence à se gâter quand on parle de logistique, de ressources humaines et de sécurité. Il y a peut-être quelque chose à faire pour faire évoluer notre process et le rendre un petit peu plus efficace. Donc voilà, en termes de reporting, j'ai un premier onglet sur les aspects entrée des collaborateurs, un second sur les sorties des collaborateurs. Comme je disais sur la partie PowerPoint, on peut aller plus loin dans les reporting au besoin, mais ça c'est mis à disposition automatiquement par K2 dès qu'on met en place un process. Donc c'est très pratique pour identifier des goulets d'étranglement sans avoir rien à faire d'autre que de déployer notre process. Et dernièrement, mon aspect paramétrage très rapidement pour vous montrer en fait qu'on peut déléguer une partie du paramétrage des applications K2 à des utilisateurs qui n'ont pas de compétences en conception K2. Donc là, notamment, on retrouve la liste de mes départements. Ici, je coche si je clique sur un de ces départements, par exemple, pour faire la suite par rapport à ce que j'avais tout à l'heure, mon département relations publiques, je vais retrouver des postes associés à ce département. Et donc, je vais pouvoir configurer évidemment d'autres postes. Après, j'ai une liste d'applications à ma disposition et des formations. Et ce qui est très intéressant ici, c'est qu'évidemment, si à un moment je veux rajouter une application dans mon entreprise, je la rajoute dans cette liste-là. Et immédiatement, elle va devenir disponible sur mon formulaire de demande. Et donc, je vais pouvoir l'ajouter sans rien faire d'autre. Voilà, j'en ai terminé avec la partie démonstration. Ce que je vais faire, c'est que je vais rendre la main à Kamel pour Merci Thomas. qu'on conclue et qu'on commence à la session de questions-réponses.